Bonsoir, la dernière des vraies voix. Ce soir, ils seront partout sauf dans leur famille pour célébrer la nouvelle année. Pas de fête pour les gendarmes et les policiers de France. Ils en ont pris l'habitude en cas d'événement populaire sur la voie publique. Policiers et gendarmes doivent assurer notre sécurité trop souvent mise à mal. Est-ce à dire que leur action quotidienne ne suffit pas pour maintenir l'ordre? Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et au 0826 300 300. Saint-Sylvestre, 90 000 policiers mobilisés. Alors, la police française est-elle performante? Répondez, donnez votre avis dans un instant, nous en débattons. Guerre, crise politique, dégradation économique, beaucoup d'éléments au pessimisme, bien sûr, pour les idées des Français. Mais finalement, n'avons-nous pas mangé notre pain noir? Allons-nous remonter la pente? La question du petit débat qui vous sera posée: abordez-vous la nouvelle année avec optimisme, indécision ou pessimisme? Là aussi, vous donnez votre avis. Pour l'instant, c'est le pessimisme qui prime, mais allez savoir. Et puis la question du soir, c'est le rendez-vous incontournable du 20h le 31 décembre de chaque année. Le président de la République adresse ses vœux. Souvent, en fin de mandat, l'allocution suscite un peu moins d'enthousiasme. Alors franchement, allez-vous écouter les vœux d'Emmanuel Macron? Dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux à vouloir les écouter. Et puis avec nous, pour la dernière des vraies voix, ces gens-là. Et oui, nous avons Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policier enfant de la République, publié aux éditions Fayard. Il va faire la fête avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Nous avons Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Bellefou dans l'Aude. Bonsoir mon cher Frédéric, j'ai dormi ici moi, parce que j'étais déjà hier soir ici. Je dors ici. Mais vous dansez avec les Bee Gees, hein, vous l'entendez? Bah oui, inoubliable. Et puis mesdames et messieurs, Madi Saïdi, directrice de communication et d'influence et auteur. Bonsoir Madi. Bonsoir. J'ai mis carrément avec Maxime Sénat, notre réalisateur, cette musique de fête. Parce que même si les sujets sont un peu graves, même si forcément l'actualité nous rattrape, on reste dans l'ambiance de fête. Ayons cette idée festive. Nous sommes d'accord. Donc le premier débat avec vous, tous les trois, les vraies voix. La police française est-elle performante? Les vraies voix Sud Radio. Je vous propose d'écouter ce premier témoignage. Il s'appelle Michel, il a 70 ans, il était l'un des invités d'un grand forum sur BFM et il parle de sa retraite de policier. Écoutez-le. On se sent impuissant depuis longtemps. On se sent impuissant parce qu'on n'a pas les moyens de faire notre métier. Vous savez, quand vous allez dans une famille qui a un enfant qui est violenté, par exemple, que vous devez intervenir, les trois quarts du temps, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire parce qu'on ne sait pas où placer l'enfant. Voilà un témoignage fort. Abdoulaye Kanté, vous êtes le policier en activité de ces trois vraies voix autour de la table. Il y a quand même un petit peu ce sentiment d'impuissance. Non, après, je pense que je vais un petit peu nuancer le propos. On peut comprendre aussi que les citoyens lambda soient un peu, on va dire, désabusés sur le fait que des fois, quand on voit certaines images de violence ou peut-être un problème d'autorité, parce qu'il y a un problème d'autorité dans notre pays, et c'est vrai que le citoyen qui est sur son canapé et qui voit certaines images, donc ça peut être choquant pour lui. Mais je vais revenir un peu sur la première question, de savoir est-ce que la police française est performante. Moi, je n'ai pas peur de le dire que nous sommes l'une des meilleures polices au monde, en fait. Ça, par contre, je le dis, et très fortement, parce que il faut rappeler que nous sommes 152 000 femmes et hommes qui, que derrière, sont vraiment acharnés sur leur métier, qui sont vraiment pleinement engagés. On prend l'exemple de ce soir, je ne sais pas si après le chiffre par rapport à la soirée de réveillon, où vous avez quand même pratiquement plus de 90 000 forces de l'ordre. 90 000, mais oui, mais c'est énorme. Ce chiffre peut paraître, on va dire, étonnant, mais par contre, c'est une forme d'anticipation. C'est pas un chiffre de communication. C'est un chiffre pour dire qu'écoutez, vous avez des femmes et des hommes qui vont pas passer des fêtes avec leur famille, mais qui seront là justement pour que vous puissiez passer de belles fêtes quand même et en sécurité. Et pour finir, oui, on peut comprendre aussi que certains sont désabusés par rapport à certaines choses, certains comportements, mais encore une fois, la police fera son travail et la justice c'est pas la police, donc elle fera ce qu'elle peut. Bon, vous les auditeurs de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300. Aude est au standard. Nous la saluons. Aude, évidemment, elle sait vous accueillir. Vous serez bien reçu et vous pouvez donner votre avis. Vous le faites aussi sur le compte X de Sud Radio. Performante ou pas cette police? Alors,
Madi Saïdi, vous qui êtes une professionnelle de la communication, est-ce que l'image de la police française fait que pour les gens, on l'aperçoive, on va dire, de très haute qualité ? Oui, la police, pour moi, je pense que la police a plutôt une bonne image chez les Français et je la trouve performante. Performante pourquoi ? La police affronte franchement des situations très compliquées, elle arrive toujours à canaliser. Après, il y a aussi une réalité, il y a la question des moyens. Malgré qu'elle n'a pas de moyens, on a des enquêteurs de qualité. Sur le terrain, ils arrivent à canaliser. Quand on a des grands événements populaires, évidemment, il y a parfois des dépassements, mais la police arrive toujours à canaliser. Après, il y a l'étape d'après qui malheureusement ne dépend pas de la police, qui dépend de la justice. Alors, ils font des arrestations, les personnes vont en garde à vue. La suite, c'est pas eux. Parfois, certains vont sont présentés à un juge. Après, la suite, c'est pas la police, c'est plutôt la justice. Néanmoins, je crois que les Français sont tous très heureux quand on a un problème. On est très heureux qu'un policier puisse venir à notre aide. On est très content d'aller porter plainte. On est content aussi quand on a un souci dans la rue, sur la voie publique et que les policiers sont là. Donc je pense que vraiment la police, elle fait avec les moyens qu'elle a. Néanmoins, elle reste très efficace pour assurer la sécurité des Français. Je vous donne un chiffre quand même. Le taux d'élucidation entre 2017 et 2023 pour les homicides, ça a baissé de 15%. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'élucidation, tout comme les tentatives d'homicide. 60%. Et quand on voit, par exemple, et Bruno Pomar, je vous donne bien sûr la parole, parce que cambriolage, taux d'élucidation 7%. Vous qui êtes un ancien du RAID, évidemment, on a tous cette cote d'amour pour les policiers, on est tous très sensibles, mais est-ce qu'on est si performant que ça, Bruno ? Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de faits à régler. C'est pas que la police ne travaillerait pas ou ne serait pas performante, non, pas du tout. Je pense qu'il y a de plus en plus de faits. Moi, ce que j'ai pas connu dans les années où j'étais à la police, j'étais CRS, moi j'étais pas en police secours ou en sécurité publique, donc j'ai pas connu réellement ça. Mais c'est vrai que, encore une fois, on voit le nombre exponentiel de faits qui se réalisent au quotidien. Les attaques au couteau, les vols, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on connaît. Bon, les policiers sont en permanence en réaction, et c'est vrai que le taux d'élucidation, vous l'avez raison, on est à 60%, avant on était à 75%. On peut dire que la police quand même fait son travail. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la police, c'est 1,8 million, près de 2 millions d'appels police-secours par an. Vous vous rendez compte ce que c'est ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit toujours on peut faire parler les chiffres un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que on parle d'un pourcentage, sauf qu'en voyant relative, voilà. Ça l'arrange certains. Sur la prise en charge des femmes, puisqu'on parle souvent des violences sexistes et féministes, c'est 140 000 femmes qui ont été prises en charge par les services de police. C'est énorme, c'est peut-être pas assez. Ok, il y en a toujours qui vont nous dire que la police ne travaille pas assez. Il faut juste dire que nos policiers font un travail formidable. Ils vont encore une fois le démontrer ce soir avec un engagement total. Bon, autour de la table, on est tous d'avis. Donnez-nous quand même votre point de vue au 0826 300 300. Christophe est avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, Christophe ? Du Val d'Oise. Où exactement dans le Val d'Oise ? Argenteuil. Bon, je suis pas très loin, moi. Moi, je suis pas très loin non plus. Je pense que les invités ont globalement répondu à la police et la gendarmerie, seule performante sur le territoire national. Moi, je vais refixer un petit peu mon intervention sur ce soir. Alors, effectivement, en répétant que 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, l'État met en place un dispositif très conséquent, ce qui augmente significativement la capacité de surveillance, de prévention et d'intervention pour la nuit du Nouvel An, bien évidemment. Alors, une forte mobilisation pour ce soir, c'est une réponse logique à un contexte particulier. Maintenant, si la performance de ce soir doit se mesurer en termes de prévention, de réactivité et d'anticipation des risques, elle les limitera, mais n'empêchera pas ni les agressions ni les... C'est sûr. Par contre, effectivement, sur la qualité de la police et de la gendarmerie, les citoyens vont nous répondre quelque chose. Je pense que globalement, on est aimé. Je dis on parce que je suis citoyen lambda, mais biberonné force de l'ordre. Donc, j'ai un passé gendarmerie qui existe encore aujourd'hui en réserve opérationnelle, mais cela ne garantit pas l'absence totale d'incidents et de crimes et délits, cette mobilisation. Et le citoyen vous dira, oui, elle est performante, notre police, à condition que la justice réponde présent. Et c'est là le problème. Je pense qu'on est bien formés. C'est le duo dont le parlait Madi, c'est vrai. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier, finalement. Oui, et moi j'ai une pensée aussi, on parlait d'Argenteuil, sur les municipalités qui se donnent les moyens de leurs ambitions pour dévoyer là aussi leur police municipale, dont on parle pas beaucoup. On les inclut aussi, Christophe, la police municipale. Très bien, qui interagissent efficacement sur une zone urbaine, donc avec la police nationale. Et je pense que ces municipalités-là, elles font du bon boulot en coopération avec le préfet, le sous-préfet, les commissaires de police
et les directeurs de la police municipale. Et je pense qu'il faut couvrir toutes les villes, tout le moindre mètre carré de nos villes pour la sécurité. Mais Christophe, en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que moi, j'aimerais bien, en fait, que on n'ait pas, on va dire, un chiffre aussi conséquent, parce qu'il y a aussi, j'ai une pensée aussi pour mes collègues, qui eux aussi, certains aimeraient bien aussi passer le nouvel an auprès de leur famille. Oui, c'est ça qui est terrible. Pourquoi justement ce chiffre-là? Parce qu'il faut se poser aussi la question, pourquoi on arrive à ce genre de chiffre? Parce que notre société est devenue de plus en plus violente. On a un contexte terroriste qui n'a jamais été aussi, on va dire, intense depuis ces dernières années. Donc c'est vrai que maintenant on est obligé d'être dans l'anticipation, et c'est vrai que certains contradicteurs diront que nous vivons dans un état policier. Nous aimerions bien éviter ce genre de choses, mais malheureusement la sécurité des Français n'est pas une insulte, c'est une nécessité dans la société dans laquelle nous vivons, et avec cela on ne doit pas tergiverser. Merci Christophe. Une petite conclusion, Christophe d'Argenteuil, allez-y, un petit mot. Oui, je dirais que effectivement, je pense à tous les collègues qui sont sur le terrain ce soir. Maintenant, c'est vrai que je relativise en disant que quand on signe sur des métiers pareils, on sait sur quoi on s'engage et on est au service du citoyen avant tout. Bon, hélas, le bilan est fait, comme l'année dernière, 984 véhicules incendiés, 400 interpellations. Qu'est-ce qui nous attend cette nuit? En tout cas, on pense à eux. Bon, on reste sur cette question. La police française est-elle performante? Appelez-nous au 0826 300 300. Les vraies voix, vous l'avez vu, sont plutôt acquis à la cause des policiers. Je vais essayer de gratter un petit peu dans le contresens du poil. On va voir. Il y aura un petit clin d'œil. À tout de suite. Préparez-vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La dernière ligne droite avant 2026. Nous sollicitons les auditeurs de Sud Radio avec ce débat. Ce soir, ils seront plus de 90 000 policiers mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Et alors, notre police française est-elle performante? Autour de la table, justement, l'un des leurs, Abdoulaye Kanté, une spécialiste de communication, Madi Saïdi, et puis un ancien du RAID, désormais maire. Vous êtes cerné, Bruno Pomar. Je suis cerné. Alors justement, je vais vous provoquer un petit peu, parce que la police peut de temps en temps être moquée par certains de ses agissements. On y vient. Écoutez les inconnus. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Allô? Salope, t'as appelé les flics! Alors, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. Oui, c'est dur. Mais je pense que c'est plus possible en 2005, c'est plus possible ça. Alors, c'est vrai que j'ai regardé l'ensemble du sketch des inconnus. Il y a un humour qu'on ne peut plus trop. Mais évidemment, sur Sud Radio, on se le permet. Madi Saïdi, quand même, la France a souvent un peu moqué ses policiers. Coluche, le plus grand comique, les inconnus immenses. On aime bien les moquer, mais c'est pas pour rien non plus. C'est peut-être que quelque part, il y a un fonctionnement un peu... D'abord, je pense que c'est une forme d'affection aussi. C'est aussi une manière affective de rappeler à nos policiers qu'on les aime bien. Et puis, si on pouvait pas rire de ça, ce serait quand même dramatique. Même si je pense qu'aujourd'hui, on rirait moins. Alors, effectivement, comme tous les corps de métier, il y a effectivement des difficultés. Il y a parfois des choses qui ne devraient pas se passer et qui se passent. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on en ait conscience et qu'on soit capable d'abord de l'accepter. Et il faut pas oublier que la police a aussi des autorités supérieures qui permettent aussi quand il y a quelque chose qui va pas, on peut aussi le dénoncer et faire en sorte que justement il y ait des enquêtes. Les policiers, c'est pas des gens qui sont au-dessus de la loi, ils sont contrôlés, c'est une des professions qui est la plus contrôlée. Et effectivement, avant d'être policier, il n'y a que des êtres humains dans la police, donc on est tous imparfaits. Ben parce que il y a eu l'excellent série des Ripoux, par exemple, les 3 films avec Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, etc., etc. Il y a quand même une image qui a eu du mal à se lisser, Abdoulaye Kanté. Oui, parce qu'en fait, la police s'est modernisée, elle vit avec son temps, donc elle évolue. Donc c'est sûr que la police d'il y a 40 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, en 2025, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais excusez-moi, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Donnez-moi telle institution est tout aussi contrôlée que la nôtre. Quelle institution est regardée et indexée? On l'aime tellement on le déteste tellement qu'on l'aime. Si vous voulez, quand vous regardez, je prends un exemple des films qu'il y a sur TF1, sur d'autres chaînes et tout ça, vous avez toujours des films de policiers.
Donc c'est pour vous dire que on peut très bien nous cracher dessus, mais on n'arrêtera pas de nous solliciter et de faire des films sur nous. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que évidemment on peut nous caricaturer. Moi j'aime bien, c'est marrant et tout, à condition qu'effectivement qu'on ne méprise pas, qu'on n'essaie pas de vraiment rabaisser les policiers qui, à côté de ça, encore une fois, font un travail mais vraiment remarquable. C'est assez drôle la phrase d'Abdoulaye parce qu'elle me rappelle, bon moi vous savez que l'une de mes grandes passions c'est le cyclisme, je l'ai commenté, j'en ai fait, on dit souvent oui vous êtes dopé, et on répond le cyclisme c'est le sport le plus contrôlé. Et là finalement les policiers sont... il y en a, si on va prendre on va dire le côté du dopage, il y a un certain effectivement qui se font attraper, donc mais quand ça se sait que depuis des années on le sait, mais voilà, et à un moment donné l'omerta disparaît petit à petit, et après il y a une instance qui surveille ce genre de choses, et je peux vous dire qu'aucun policier n'aime passer, on va dire, à l'IGPN. D'ailleurs je vous conseille un film qui est sorti, Dossier 137. Qui est pas mal apparemment, et donc du coup il parle du sujet et voilà, c'est ça, il faut le regarder apparemment. Appel au 0826 300 300. Pierre qui habite à Capelle. Bonjour Pierre. Non, à Montèche. À Montèche. Voilà, c'est ça. Capelle c'est autre chose, hein. Mais je ne dirai pas ce que c'est. Si, c'est votre nom. Mais je connais une ville comme ça. Bon, à Montèche. Et à Montèche, nous sommes dans le Var. Non, dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Tarn-et-Garonne. À côté de Marmande. À côté de Marmande. Voilà. Non, mais je plaisantais parce que je sais très bien qui vous êtes en plus. Il a zappé les bon, alors, sur les policiers. Oui, alors, ce que j'ai entendu là, jusqu'à présent, tout est merveilleux dans la police. Mais il y a quand même des dérapages. Disons que... Il n'y en a aucun, c'est une impression. Abdoulaye, laissez parler. Vous n'êtes pas en interrogatoire. Allez-y, Pierre. Le problème avec l'agriculteur, les policiers n'avaient pas à le pointer comme ils l'ont fait. Il n'y avait pas d'agriculteur, en plus, le Premier ministre... Absolument pas d'accord avec vous. Absolument pas d'accord avec vous. Mais cher ami, attendez, laissez finir Pierre et puis on lui répond. Ouais. Et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'y avait pas à avoir une enquête pour savoir il a eu raison. De quelle façon ça s'était produit. Alors pour tout vous dire, on en reparlera tout à l'heure dans l'info en plus, parce que on aura justement les représentants de la Confédération paysanne. Mais donc Pierre, vous dites, elle est performante ou pas cette police française, de ce que vous percevez? Moi je suis mitigé. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ils font du boulot. Après, je veux dire qu'on a besoin de la police, on est bien content de l'avoir, mais il y a des fois où ça laisse à désirer. Moi, je vois dans les cités, moi j'ai habité le Mirail à Toulouse, je peux vous dire une chose, c'est que quand les policiers venaient, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus mordants, voyez. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils interviennent plus rapidement et qu'ils interviennent et qu'ils puissent choper les délinquants et tous les dealers qui... c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font avec leurs moyens qui sont alloués, cher ami. C'est ça en fait l'idée. Oui, allez-y Bruno. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire des moyens aussi. Mais la question c'est est-ce que c'est efficace? Monsieur, comme des millions de Français regardent l'actualité, on médiatise en permanence tout ce que font les policiers. On a tout un tas de députés qu'on connaît bien aussi dans le sud chez nous, de la France insoumise, qui passent du matin au soir sur les plateaux télé et un tweet à nous expliquer que les policiers tuent, les policiers violent, même j'ai entendu, les policiers, enfin bref, arrêtons, faisons-nous nous-mêmes l'impression de ce que font réellement les policiers. Je peux vous assurer qu'ils font du travail. Et ce que disait Abdoulaye Kanté et m'a dit tout à l'heure, les policiers, malgré ce que vous pouvez penser, cher monsieur, l'IGPN et l'IGGN sont là pour sanctionner. Vous savez que c'est l'administration où il y a le plus de dossiers qui sont amenés à la justice. Il y a près de 1200 dossiers par an, soit sur des règlements, sur des sanctions administratives, soit judiciaires. 1200 dossiers. Vous n'avez pas une administration qui est plus sanctionnée que la police. Donc arrêtons de dire sans arrêt que les policiers font mal leur boulot et surtout de juger la manière d'intervenir. J'ai entendu encore un député qui m'expliquait une fois sur le plateau télé que le maintien de l'ordre, lui, le voyait comme ça. Mais il est qui, lui, pour m'expliquer ça? Il s'appelait Léomar. Alors, spécialiste anti-flic, évidemment. Justement, insupportable. Puisque vous invectivez la France Insoumise, écoutons Manuel Bompard lorsqu'il dit chez nos confrères de Public Sénat, quand on dit la police tue, voilà ce qu'on se dit. Écoutez-le. Quand nous disons que la police tue, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours avec la mort de ce jeune homme, Naël, de 17 ans? Il a bien été tué par un policier. Donc, à un moment... un policier, est-ce que c'est la police? Mais madame, quand on interroge des effets de structure, quand on interroge des effets de système,
on ne met pas en cause l'ensemble des personnes qui travaillent dans une institution. Si je vous dis l'EHPAD maltraite, je ne suis pas en train de dire que l'ensemble des personnes qui travaillent dans les EHPAD sont responsables d'une maltraitance. Voilà, donc pour la réaction de Manuel Bompard, à vous trois, les vraies voix, parce que ce dossier est passionnant, une petite conclusion de 10 secondes chacun. Madi Saïdi. Moi, je trouve que ce qui vient d'être dit est faux. La vérité, c'est qu'il généralise. On ne peut pas généraliser. Et puis, il le dit de manière systématique. Et la langue française est une langue assez riche pour pouvoir dire des choses de manière claire. Et il le fait sciemment. Quand la France insoumise dit la police tue, elle le fait sciemment, elle généralise. C'est un message qu'elle envoie à une certaine population, elle le fait à des fins purement électoralistes. En langue française, quand on ne veut pas généraliser, on peut dire des choses clairement. Abdoulaye Kanté, police, évidemment performante, vous êtes d'accord ? Moi je suis d'accord, mais juste pour revenir aux propos qui ont été dits. En 10 secondes. En 10 secondes, c'est l'essentialisation accouche souvent d'absurdité. Nous en avons la preuve. Bruno Pomar, le mot de la fin là-dessus ? Ouais, mais non, mais je crois que Madi et Abdoulaye ont tout dit. Encore une fois, il faut arrêter de fixer les policiers et les politiques sont là pour ça, parce que c'est le fonds de commerce essentiel de la France insoumise. Ils ont que ça, et ensuite la racisation. C'est leurs deux trucs principaux pour les élections. Alors, vous savez quoi ? La police, les gendarmes dépendent du ministère de l'Intérieur, et nous avons une rubrique dans les vraies voix qui permet aux auditeurs de jouer les ministres. Justement, jouons les ministres. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Classique. L'immense Louis de Funès. Jean-François de Béziers, dans l'Hérault, évidemment, 34. Bonsoir Jean-François. Je vous donne une mission, Jean-François. Vous avez 1 minute 30 pour nous dire ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous êtes prêt ? Et bonsoir déjà. Oui, bonsoir, je suis prêt. Ouais. Allez-y. Alors, ça serait quoi le programme, monsieur le ministre ? Déjà, j'aurais accepté le poste si j'étais dans un cadre intellectuel et politique du même sens que moi. Ouais, ça, donc, c'est plutôt bien vu, oui. Voilà. Ensuite, donc, la première des choses, c'est que je considérerais que toute déviation dans le respect de la loi et des codes doit être sanctionnée, quel que soit l'âge de la personne. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de très jeune, etc., qu'on ne va évidemment pas enfermer, des sanctions financières sur la famille immédiatement. Pas 3 mois après, pas 6 mois après, tout de suite. C'est-à-dire allocation familiale, allocation logement, enfin voilà. Ensuite, chaque fois que des policiers et des voyous se retrouvent dans une confrontation et où il y a de la casse, l'innocent, c'est le policier. C'est-à-dire, c'est le voyou qui doit éventuellement qu'il a été innocent ou que son erreur a été surévaluée. Mais le ministre dit aux médias, dit à ses collègues et dit à la magistrature, ce policier, il ne va pas en prison, il n'est pas mis en garde à vue. Alors que la tendance serait plutôt le contraire, effectivement, Jean-François, puisque s'il y a quoi que ce soit, on le met déjà en garde à vue, alors qu'une mise en garde à vue, c'est quand même quelque chose. Et un dernier point, monsieur le ministre, parce que le temps tourne, malheureusement. Et oui, et rétablissement du respect dès la scolarité, et ce, à l'insu des familles, c'est-à-dire que c'est terminé les parents qui vont à l'école pour s'en prendre aux professeurs en disant vous avez puni mon fils ou ma fille, etc. C'est terminé. Et le respect commence à l'école. On commence à respecter l'instituteur. La base. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. On se lève quand quelqu'un rentre dans la classe. On ne s'assoit pas tant que le prof n'a pas dit asseyez-vous, etc. La base, ce que nous on a vécu. La base de l'autorité. Jean-François, ministre de l'Intérieur, je pose la question autour de moi, la réponse sera oui ou non. Est-ce qu'il doit être ministre, Bruno Pomar ? Je voulais savoir son âge avant. 68 ans. Bon, c'est normal un peu. Vous dites quoi ? Oui, absolument. Non, vous dites oui, Madi ? C'est factuel ce qu'il dit. Je vais dire oui, évidemment, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Abdoulaye ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit accompagné d'un bon technicien. Et ça peut Abdoulaye, il veut se placer. Il se place. On peut pas toujours toucher tout seul. Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir s'être rencontré. C'est la fête, c'est la dernière de 2025. Merci beaucoup, Jean-François. Merci à vous tous, les auditeurs, Dominique, Pierre, etc. On revient dans un instant. Il y a plusieurs questions à se poser. Ce soir, c'est les vœux du président de la République, etc. Restez bien avec nous. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
C'est la chenille qui redémarre. C'est des grands classiques. On vous prépare, les auditeurs de Sud Radio pour ce soir. Si jamais on vous demande une chenille, faites-la, parce que celui qui reste assis passe pour un idiot souvent. Ah oui, c'est sûr. Vous faites la chenille, Abdoulaye Kanté? Partout, moi je danse et tout, il n'y a pas de souci. Madi Saïdi, vous faites la chenille? Et Bruno Pomar aussi. Est-ce que vous arrivez à faire, vous savez, vous passez votre main entre les jambes pour récupérer la main du voisin de derrière? Je suis moins souple qu'avant. Ça s'appelle la chenille éléphant. Bon. Vous l'avez compris, les auditeurs de Sud Radio, c'est la dernière de l'année. Les vraies voix avec Abdoulaye Kanté. On peut avoir un tuto, si vous avec Bruno Pomar et avec Madi Saïdi. C'est votre tour de table, mesdames et messieurs, et un tour de table particulier, puisqu'en ce dernier jour de l'année, nous avons demandé donc à nos 3 vraies voix ce qu'ils retiennent de plus fort dans cette année 2025. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non! C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le tour de table. De l'actualité. Avec le petit clin d'œil, parce que notre réalisateur Maxime Sénat est aussi déjà dans son réveillon et il est festif. Ouais, déjà. Ouais, oui. Abdoulaye Kanté, nous commençons par vous. L'événement fort de 2025 pour vous, bien les 10 ans des attentats de 2015. Oui, j'aurais voulu que ce soit, on va dire, un tour de table plus léger, mais je voulais quand même revenir sur cette commémoration des 10 ans des attentats de novembre, notamment novembre 2015, il y a janvier 2015, parce que ça fait 10 ans. Quelque chose de particulier parce que effectivement, comme certains de mes collègues, beaucoup de mes collègues, certains qui sont tombés, j'y étais, donc notamment au Stade de France et aussi à la Saute-Saint-Denis, notamment pour trouver les djihadistes qui ont justement fomenté les attentats. Mais plus que jamais, en fait, dire que ne jamais oublier, parce que on est un peu dans le thème où la sécurité ne doit pas être une insulte pour les citoyens. Sans oublier que vous avez à cette période-là, tout le monde savait ce qu'il faisait à ce moment. Tout le monde savait où il était et ce qu'il faisait. Et c'est vrai que de mon côté, notamment en tout ce qui concerne que ce soit les forces de sécurité intérieure, les soignants, même des personnes lambda, ne jamais oublier. Et dire que ce qui fait la beauté de notre pays, ce qui fait, on va dire, la force de notre pays, de notre République, c'est que on a su se réunir à ce moment-là. On a su se réunir dans le drame. On a su se réunir dans la difficulté. Et c'est vrai que quand je vois l'époque dans laquelle nous sommes, où on sait que notre société est de plus en plus fracturée, où on sait que notre société, tout le monde se regarde en chien de faïence et tout, mais n'oublions pas que nous sommes en France. C'est un très beau pays qui a une culture, qui a une histoire, et que vous verrez qu'il y aura toujours cette forme de solidarité dans la difficulté, et essayons de le maintenir dans les années encore qui vont venir, parce qu'il y aura des moments qui seront difficiles, mais n'oubliez jamais une seule chose, c'est que la République, c'est la France, c'est vous et moi, donc il ne faut jamais l'oublier. Qu'en avez-vous pensé, les 2 autres vraies voix de ces commémorations, donc les 10 ans des attentats de 2015 en France, assez bien repris et des commémorations plutôt dignes, Madi Saïdi, non? Moi, j'aurais vraiment aimé que ça soit davantage, alors pas médiatique parce que ça a été médiatique, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus grand, dans notamment le sens citoyen, dans le sens citoyen, notamment en impliquant davantage justement les citoyens, mais aussi à l'égard de tous ceux qui qui étaient sur le terrain. Moi, vraiment, il était hyper important que ces gens-là soient mis en avant, qu'on leur rappelle quelque part on n'oubliera jamais en fait ce qu'ils ont fait, mais aussi autant les policiers, mais aussi des citoyens. Il y a aussi le monde médical aussi. Et je trouvais qu'il fallait mettre davantage en valeur toutes ces personnes qui se sont battues justement pour la survie d'autres. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand. Et je crois que le côté citoyen est hyper important parce que on a quelque part un devoir de mémoire et aussi une transmission. Et cette transmission, elle se fait que si on implique aussi des citoyens. Vous, en tant que maire, désormais, Bruno Pomar, alors bon, vous êtes un ancien du RAID, vos équipes ont participé plus que oui, avec la BRI, voilà. Et vous avez été des acteurs évidemment privilégiés dans le sens où vous avez agi pour faire que nous soyons sauvés de cette situation. Au-delà de ça, 10 ans après, est-ce que la France tire finalement suffisamment les enseignements et commémore assez judicieusement ces 10 années? Oui, on a pris conscience de beaucoup de choses d'ailleurs, de réévaluer les risques et les moyens
mis en conséquence. En 2015, il y a eu un gros développement pour les policiers en matière de terrorisme, DGSI, tout ce qu'on peut imaginer. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On parle des commémorations. Moi, je crois que il y a quelque chose qui a été fait. Bon, on m'a dit que c'était pas assez grand, pourquoi pas. Pour moi, à partir du moment où on a cette pensée forte, elle est importante de la part des Français, des autorités, des ministres, c'était la moindre des choses, puisque tous les premiers ministres étaient réunis, donc c'était quelque chose de fort. Moi, j'ai une pensée particulière, évidemment, parce qu'au-delà des collègues qui ont été touchés, j'en ai un en particulier, qui était Franck Bressolaro, que j'ai eu comme stagiaire au RAID, que j'ai formé, ce garçon qui était le garde du corps de Charb, qui était un garçon formidable, donc... Qui a été tué. Hein. Oui, à chaque fois qu'on parle de ces moments-là, ça me, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux parce que c'est un garçon formidable. Bref, donc tout ça pour dire que c'est important de commémorer ces tristes moments, mais il faut le faire, il faut surtout pas oublier. Alors, votre tour de table spécial 2025, Madi Seidi, la fracture béante de la société française entre antisémitisme et communautarisme. Oui, malheureusement, j'aurais voulu retenir quelque chose de positif, mais il y a eu certainement des choses positives en 2025. Mais moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est ça. C'est qu'on était évidemment dans une société déjà fracturée, mais là, 2025, ça a été vraiment, je trouve, vraiment comme jamais je l'avais imaginé, notamment avec une montée de l'antisémitisme, évidemment liée... Empirée par le conflit à Gaza. Évidemment liée... avec le conflit à Gaza et ce qui s'est passé évidemment le 7 octobre. Mais là où c'est d'autant plus grave, c'est que je trouve que des politiques justement ont contribué très largement, et d'abord je ne vais pas dire des politiques, c'est particulièrement la France insoumise, qui quelque part a fait de cet antisémitisme une espèce de fonds de commerce, toujours en quête d'électeurs. Et ça c'est dommage parce que ça contribue quelque part à fracturer la société en désignant les personnes de communauté juive comme des gens en dehors de la société, et c'est des gens sur lesquels on met une lumière, on met une cible d'ailleurs dans leur dos. Et à côté de ça, on a aussi le développement du communautarisme, toujours avec la complicité de certains élus. Aujourd'hui, on n'est plus français, on est noir, on est arabe. D'ailleurs, ça revient à ce qu'a dit il y a quelques jours, il y a 48 heures, le député du Val d'Oise, Carlos Bilongo, qui disait moi, ce qui m'intéresse, c'est les noirs et les arabes. Diwara, pareil d'ailleurs. Voilà. Et je trouve que c'est insultant. Mais c'était sur le média Africa, je crois. Oui, un média un petit peu panafricaniste. Je trouve que d'abord, c'est une insulte qui est faite aux personnes dites noires et arabes, parce que quelque part, c'est les assigner à ceux qu'ils sont. Ils sont noirs, certes, je suis noire certes, mais je suis aussi française. Ce sont des Français à part entière. Et ce qu'oublient ces députés, ces parlementaires, c'est qu'ils ne sont pas seulement élus pour leur territoire, ils sont élus pour l'ensemble des Français. Et d'ailleurs, quand ils font des lois, ils ne font pas des lois pour les Noirs et les Arabes du Val-de-Marne, ils le font pour l'ensemble des Français. Et c'est terrible parce que je trouve que notre société était déjà fracturée, elle n'a pas besoin de ça. Et de plus en plus, les gens s'identifient par une culture, par une religion, par un territoire. Et tout ça, ça contribue quelque part à fractionner la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de vivre ensemble. Au lieu de faire en sorte que nos différences, justement, soient quelque chose qu'on puisse partager. Je suis différente, je suis de culture sénégalaise, je parle beaucoup de langues, mais j'ai aussi la chance d'être française et de partager et de faire en sorte que, justement, tout cela contribue à resserrer ce ferment qui fait de la République. Faire nation. Voilà, faire nation. Et malheureusement, les politiques l'utilisent à des fins purement politiques. D'où l'utilisation dans votre repère, quand je vous ai demandé ce qui vous paraissait le plus fort, vous parliez d'antisémitisme, mais aussi de communautarisme. J'ai bien compris. Alors, on va enchaîner tout de suite avec le tour de table de Bruno Pomar, et vos deux sont un peu liés, donc on devisera là-dessus, parce que vous, Bruno, vous dites le niveau terriblement faible de notre représentation parlementaire qui déstabilise notre pays et nos concitoyens. Oui, je suis dans la continuité, j'adhère totalement à ce qu'a dit Madi. Effectivement, quand on voit notre niveau de députés à l'Assemblée nationale, alors attention, je vais prendre des précautions. Ça a toujours été, j'ai recherché les clashs des députés. Moi, j'ai eu la chance pendant les années où j'étais garde du corps de ministre d'aller à l'Assemblée et regarder un petit peu les débats, les années 80-90. Il y avait quand même il n'y avait pas des excités, il n'y avait pas des abrutis, j'ose dire le mot, comme on le voit maintenant. Non, il y a quelque chose qui se passe qui est terrible et qui a totalement déstabilisé l'Assemblée nationale. Alors, non seulement les trois blocs, évidemment, qui déstabilisent le gouvernement, ça c'est une chose, mais c'est toutes les attitudes. C'est important, parce que nous qui travaillons beaucoup dans l'éducation, Abdoulaye le fait, Abel Boy, notre copain aussi le fait, moi je le fais depuis 35 ans aussi, à donner des règles aux jeunes, à apprendre les règles, le respect des institutions, etc. Et quand on voit ces gens-là se comporter comme des voyous, tout simplement, s'insulter, s'invictiver, voire même se prendre au callback pour se frapper, à la limite, c'est scandaleux. Oui, alors la passe d'armes entre Guiraud, justement, et puis attention, aussi... je ne m'adresse pas, il y a 577 députés, vous remarquerez que
ceux à qui je m'adresse, c'est ceux que vous voyez sur les plateaux télé toute la journée. Je ne m'adresse pas aux autres. J'en connais plein de députés depuis des années qui font un travail formidable en commission. Je pense à mon amie Isabelle Santiago qui travaille sur l'aide sociale à l'enfance, par exemple. On n'entend jamais, elle n'est jamais dans les médias. Et tous les pompons qu'on voit dans les médias, c'est ceux-là. Ceux-là sont dangereux pour la démocratie et affaiblissent évidemment notre monde politique. Abdoulaye, on sent finalement toutes ces déviances, alors communautaristes, antisémitisme, qui est issu finalement directement du pardon, entre guillemets, débat politique. Vous sentez que dans la rue, vous, policiers, cette posture politique rejaillit sur la population, ou c'est le contraire? Mais si je dois mettre le communautarisme, l'antisémitisme, je mettrai aussi du racisme aussi. Il faut mettre aussi, tout est lié en fait. C'est le principe de ce que disait Maggie, c'est-à-dire communautarisme, donc on exclut l'autre, donc on est raciste. L'exclusion de l'autre, et ce qui est un souci, c'est qu'il y a aussi l'effet des réseaux sociaux aussi qui diffusent cette parole. Mais cette parole aussi vient aussi de personnalités qui, par ambiguïté, diffusent aussi cela. Mais aujourd'hui, notre fracture, j'ai l'impression qu'au lieu d'être soignée, elle est entretenue. Elle est entretenue et par des volontés juste peut-être électoralistes, peut-être juste simplement par l'envie de diviser. Et certains, et ce que je trouve dommage, c'est qu'on essaie chacun de notre niveau sur le terrain, parce que les réalités, encore une fois, c'est sur le terrain. C'est pas, on va dire, derrière un plateau télé ou quelque chose comme ça, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous rencontrez les gens, les vrais gens. Et que si vous représentez une institution ou vous représentez peut-être, une structure qui peut essayer de parler à ces personnes qui sont dans un questionnement qui est totalement légitime. Quand vous avez une personne qui est d'origine maghrébine ou noire et qui se dit mais j'ai l'impression qu'on m'aime pas, j'ai l'impression que quand j'entends certaines choses, on leur explique, écoute, moi je suis dans une structure, dans une institution peut-être qui est tellement décriée, mais tu peux y arriver. C'est que si on ne change pas le logiciel de victimaire, je dis pas qu'il n'existe pas de discrimination. Vous avez été victime de racisme dans la police, Abdoulaye Kanté? Je l'ai été dans la police et même aussi par certains de mes semblables. De part et d'autre, en fait. Moi, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, je suis quand même, excusez-moi du terme, la tête de turc de beaucoup de choses. Je suis armé, j'ai la tête sur les épaules, mais c'est une réalité aussi. Parce que si vous avez certaines personnes qui ont tendance à vous indexer et qui se satisfont du fait que vous restez à votre place, qui refusent votre émancipation. Mais moi, justement, je refuse justement ce genre de clivage, dire qu'à un moment donné, non, en fait, moi, excuse-moi, cette espèce de paternalisme ou bien ce discours victimaire, mais désolé, j'ai rien demandé. Moi, je peux m'élever. Et si je peux tirer des personnes vers le haut, mais évidemment, je le ferai. Il a tout à fait raison. Et juste en deux mots, moi je crois qu'il faut refuser de vivre dans l'œil de l'autre. En fait, personne ne me dira, moi tu n'es pas français, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et donc il faut aussi élever nos enfants, mais aussi la société, quelque part arrêter cette posture de victime. Moi, d'ailleurs, je refuse d'être victime de quoi que ce soit. Quand bien même j'ai pu l'être, le statut de victime, en fait, je n'en veux pas. Bien sûr, faut surtout pas. Bien. Dans un instant, les vraies voix, nous ferons le point. L'info en plus. Majid Dehimat va venir nous parler des agriculteurs. Pas de trêve hivernale, pas de trêve de la Saint-Sylvestre pour certains d'entre eux. On va y revenir dans un instant. On a tout à l'heure un petit peu abordé la question aussi du problème à Auch dans le Gers, où un policier avait donc mis en joue un des agriculteurs qui manifestait. On en reparle là tout de suite. Sud Radio, c'est la radio la plus proche de vous. Moi, j'écoute que Sud Radio, c'est comme ça. Mais je dis, j'ai beaucoup roulé et je vous ai écouté toute la journée. Avec tout ce qu'on nous fait subir, alors je peux vous dire que ça fait longtemps qu'il y aurait dû avoir des têtes qui seraient tombées. Appelez le 0826 300 300, c'est votre ligne directe pour passer à l'antenne. Les vraies voix ce soir, Abdoulaye Kanté. Qui c'est qui se fait mal? Quelqu'un a dit c'est moi, je dis c'est donc Madi Saïdi. J'allais vous nommer Madi Saïdi. Abdoulaye qui a mis un coup de pied sous le... les violences policières. Bruno Pomar, voilà ce que c'est d'avoir parmi les trois vraies voix 2 personnes qui concourent à la réussite de nos forces de l'ordre. Voilà. L'info en plus, chères vraies voix, et vous les auditeurs de Sud Radio, certains vont passer le réveillon de la Saint-Sylvestre sur les barrages. Nous parlons bien sûr de nos amis agriculteurs. Majid Dehimat. Et oui, il y a encore certains barrages. Oui, effectivement, Frédéric, la mobilisation continue et c'est le cas du côté du Gers à Auch où les barrages sur la rocade se poursuivent. La Devoie en direction de Toulouse est elle aussi touchée avec une circulation encore très compliquée, voire bloquée. Justement, avec nous ce soir, quelqu'un sur place, Lionel Candélon, président de la coordination rurale et de la chambre d'agriculture du Gers. Bonsoir Lionel et bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonsoir, merci de m'accueillir sur votre radio. Bonsoir monsieur. Je suis pas président de la coordination rurale du Gers, je le suis plus en fait. Donc je précise parce que c'est important, je suis uniquement président de la Chambre d'agriculture du Gers. C'est vrai que vous avez eu vos élections il y a peu de temps et qu'il y a eu une redistribution. Mais c'est bien, ça veut dire que c'est démocratique tout cela. Allez, j'imagine. Première question. Et Lionel, alors que certains barrages sont levés ailleurs, on pense notamment à la 75, pourquoi dans le Gers les blocages s'intensifient encore ? Parce qu'on n'a pas eu la réponse positive de la ministre pour arrêter l'abattage total des cheptels bovins pour la dermatose nodulaire. Et il est hors de question de lâcher les barrages et de lâcher la mobilisation tant qu'elle ne reviendra pas sur son protocole sanitaire. Tout simplement. C'est tout ce qu'on demande. On demande uniquement que ça pour rentrer les tracteurs dans les fermes et pour faire l'entretien qu'on a à faire depuis 3 semaines maintenant qu'on est sur le terrain. Parce que moi j'y suis depuis le 8 décembre en Ariège et j'ai enchaîné tous les jours de mobilisation avec les agriculteurs. Et aujourd'hui, on reculera pas face à elle. Il n'y avait pas l'idée, Lionel, quand même, de faire une espèce de rupture pour le passage de l'année à l'autre, ne serait-ce que pour vous, pour souffler, pour réveillonner un peu? Non, c'était pas envisageable? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout, parce que si demain on a un cas dans le Gers, comme ça pourrait arriver, il faudra qu'on se mobilise de suite pour bloquer les gendarmes et l'accès à la ferme. Et dans ce cas-là, si vous renvoyez les tracteurs chez eux, ne serait-ce que pour 2 ou 3 jours, ils ne reviendront pas. Et est-ce que l'incident à Auch ce week-end, on le rappelle, un agriculteur dans son tracteur a été mis en joue par la police, a aggravé la situation? Ah oui, tout à fait, oui, ça a mis le feu aux poudres totalement, on n'avait jamais vu ça. Même en Ariège, pourtant on en a pris sur la gueule pendant plus de 6 heures, mais on n'avait pas vu d'armes à feu sortir en direction d'un agriculteur. Là, on a dépassé vraiment la ligne rouge, c'était un cap qu'on ne devait pas du tout franchir, parce qu'il n'y a eu aucune mise en danger de l'agriculteur sur les forces de l'ordre, même si Monsieur Nouniez dit que c'est que quelques secondes. Moi, je suis ancien militaire, braquer une arme sur quelqu'un, je sais ce que c'est, et se faire braquer aussi. Donc, à un moment donné, il faut quand même retrouver la raison. Les 3 armes à feu qui ont été pointées en direction de notre agriculteur n'avaient absolument pas lieu d'être et on demandera à ce que la lumière soit faite sur cette action. Alors Lionel, là-dessus, on en a déjà un petit peu parlé un peu plus tôt dans l'émission, j'imagine que vous n'écoutiez pas parce que vous êtes justement sur les barrages, mais Abdoulaye Kanté, policier, alors essayons les uns et les autres de prendre un peu de recul, même si j'imagine que c'est toujours un sujet très prenant, mais il y avait une démarche policière qui dans ce cas, enfin ou de gendarme qui était justifiée, vous dites Abdoulaye? Alors légitime. Lionel, bonsoir. En fait, tout d'abord, tout mon soutien pour votre combat, parce que je sais que évidemment le monde agricole, on va dire, subit des difficultés qui sont assez, c'est très complexe pour vous. Ça, je l'entends et vous avez tout mon soutien. Mais par contre, en fait, encore une fois, ce qui s'est passé à Auch, vraiment, il faut vraiment que vous l'entendiez. On peut comprendre de la colère, mais par contre, on peut pas comprendre la violence qui suit. Quand vous avez un tracteur, quelqu'un où on lui dit d'obtempérer, d'arrêter d'avancer. Ok, d'avancer. N'oublions pas qu'un tracteur peut se transformer en arme par destination. Quand vous dites que oui, mais bon, qu'il y a 3 policiers qui ont, on va dire, mis en joue, et c'est légal, totalement légal, ok, une personne qui refuse de obéir aux injonctions des policiers ou des gendarmes, là, effectivement, on verse limite un peu dans le refus de tempérer. On me dit oui, mais bon, s'il y a eu que quelques secondes. Vous savez, quand on demande à quelqu'un de s'arrêter, même si il a un véhicule ou un tracteur, ça peut. Je dis pas que votre collègue aurait foncé. Mais je pense que quand on voit comment ça a été instrumentalisé par une partie radicale, je pense, de votre groupe, c'est ça en fait que ça a laissé penser que nous, les policiers, au lieu de s'attaquer, comme vous dites certains dans les réseaux, que de s'attaquer aux racailles, vous attaquez des pauvres agriculteurs. Mais n'essayez pas, je dis pas vous, n'essayez pas d'opposer les forces de l'ordre qui, effectivement, sont avec, quand je dis qu'ils sont avec vous, ils sont juste là pour faire en sorte que vous manifestiez parce que c'est un droit totalement légitime en France. Mais par contre, quand on demande d'obtempérer, il faut tempérer. Lionel Candelon, comment ça se passe sur les barrages? Dans le contexte, parce que en fait, on a un conducteur, ils sont 3 dans la cabine, il y a 2 personnes avec lui, il est dans son tracteur. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être dans un tracteur et quand vous avez un policier à plus de 15 mètres avec tout le bruit qu'il y a dans la rue, les moteurs allumés, etc. Est-ce que vous pensez que l'agriculteur a entendu le commissaire divisionnaire de police? Lionel, excusez-moi, je ne remets pas en cause votre... Lionel, non, je ne remets pas en cause votre truc, mais par contre, pourquoi le tracteur avancé? Allez-y Lionel. Terminé, merci. Donc en fait, on a un agriculteur qui est dans sa cabine, il n'entend pas. À un moment donné, il y a des armes qui sont sorties et simultanément, il y a un policier qui monte dans le tracteur et qui lui dit coupe ton moteur. Et l'agriculteur lui dit en direct,
direct, hein, il lui dit « Laissez-moi juste le repositionner de 1 mètre pour pouvoir libérer la voie pour des pompiers. » C'est tout ce qui a été demandé. Le véhicule est à l'arrêt. Il n'est pas à l'arrêt, il Le avance. véhicule est à l'arrêt. Bon, en tout cas, on est d'accord. Et là, je me tourne vers Bruno Pomar, qui est maire d'une petite commune du monde rural, ancien du RAID. Il y a forcément une cote d'affection entre les deux camps, c'est-à-dire policiers, agriculteurs. C'est un peu le même combat. On l'a vu, il y avait une très belle image où on a vu les agriculteurs un genou à terre face aux gendarmes mobiles. Bien sûr. Évidemment, mais on n'est pas là. Je crois que c'est. Il y en a certains qui ont il y en a qui ont la sortie d'armes du commissaire de police et de ses collègues, rassurez-vous, ils n'auraient à aucun moment tiré. C'était un moyen pour eux, effectivement, de faire arrêter. De montrer qu'il y avait la plus grosse. Non, mais on n'est pas contre vous, monsieur. En même temps, c'est pas vous, parce qu'un tracteur, c'est très gros. Mais ne crachez pas sur les flics comme ça. Vous connaissez pas les méthodes d'intervention. Donc, laissez-nous parler. Vous nous parlerez d'agriculture si vous voulez. J'ai 6 ans d'armée Oui, mais vous ne connaissez pas les procédures des policiers lorsqu'ils interviennent. Donc, arrêtez. Ils ont fait les sommations, ils ont fixé le tracteur, et c'est tout. Ce qui est important. Parlez-moi d'agriculture si vous voulez. Ce qui s'est passé à Auch, c'est au lendemain d'une action qui a été beaucoup plus musclée la veille, d'accord. Oui, vous savez pourquoi elle était musclée ? Vous avez les éléments ? Attendez, Lionel, terminez et concluez là-dessus. Je sais pourquoi la manifestation de la veille était musclée, parce qu'il y a eu des jets de pétards envers des forces de l'ordre, et que le commissaire n'a pas cautionné de se faire envoyer des pétards dessus. Il me l'a dit directement. Mais vous savez qui c'est ? Donc le lendemain. Il laisse pas parler. Oui, on sait qui c'est. Si, on s'écoute. C'est des groupuscules qui n'ont rien à voir avec les agriculteurs. Ça, je le sais. Ça, vous le savez pas, mais moi, je le sais. Alors, merci Lionel. Ce sont des citoyens qui étaient là. Oui, l'extrême gauche qui était là. On calme parce que malheureusement le temps tourne. Lionel Candelon. C'était juste pour figer la situation. Oui, c'est ça. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison de figer la situation de cette manière-là. On a entendu les deux points de vue. Bruno, on a entendu les deux points de vue. On souhaite vraiment beaucoup de courage à toute la coordination de nos agriculteurs, notamment dans la région du Gers, dans le département du Gers. Ces combats qui se poursuivent pour un monde meilleur grâce à nos agriculteurs. Beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, Lionel Candelon. Bon courage pour la semaine prochaine, surtout parce qu'on part à Toulouse. Bon courage à vous. Ok, bon courage à vous. Voilà, on n'est pas contre vous. Voilà, et essayons les uns et les autres de s'entendre. Merci Majid Deimar pour cette info en plus ô combien importante sur nos agriculteurs. Dans un instant, nous allons nous retrouver avec nos vraies voix, mais avant la chronique de Thomas Binet sur la crypto-monnaie. Bah tiens, comme ça va nous calmer un petit peu, puis après on revient et on repart au débat. Allons-y, c'est le 31 décembre. Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Les vraies voix, le 31 décembre 2025. Dans un instant, nous aborderons la question de vos espoirs pour 2026. Nous aborderons la question des vœux du président de la République à 20h tout à l'heure. Avec nos vraies voix. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son pantalon à def rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soir disco. Nos trois vraies voix ce soir sont Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier, enfant de la République. Notre vraie voix ce soir, Madi Saidi, directrice de communication et d'influence et auteur. Et puis Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Bellefour. Bonsoir à tous. Il faut absolument qu'on reste dans cet esprit festif, parce que ce soir c'est la réveillon. Sur le nom. Pardon ? Je peux danser sur le nom. Non. Enfin, vous pouvez, mais... Abordez-vous la nouvelle année. En tout cas, il y a des choix. Avec optimisme, indécision ou pessimisme. C'est la question que nous vous posons. C'est vrai que la tendance est plutôt à l'hyper-pessimisme. Est-ce que, quand même, Madi Saidi, il y a des signes d'espoir pour 2026 ? Je ne sais pas s'il y a des signes d'espoir, mais moi, je suis d'un tempérament toujours optimiste. Voilà, je sais que on a passé une année un peu compliquée à beaucoup d'égards, du point de vue économique, du point de vue social, et je suis pas sûre que ça s'arrange, même si j'ai beaucoup d'espoir pour. Mais moi, je suis de nature toujours très optimiste, et puis j'ai quelque chose, moi, qui me motive, c'est cette espérance. Donc, je veux croire que 2026, en tout cas, je le souhaite,
que ce soit meilleur que 2025. Ça va pas être compliqué, mais bon. Oui. Mais là, vous faites plus appel à ce que vous avez dans le cœur, dans votre âme. Mais est-ce que vous percevez quelques signes qui nous disent... Ah, mais vous savez, c'est parfois dans le cœur, quand je vous parle d'espérance, c'est presque religieux ce que je vous dis. J'ai bien compris. Donc c'est ça, donc c'est presque ça. Donc évidemment, il y a des signes qui dépassent ceux de l'humanité. Quand je vous dis ça, donc il y a des signes peut-être qui viennent de l'au-delà, et je pense que ça va être meilleur. Abdoulaye Kanté, notre pessimisme à la française. Alors pour l'instant, les auditeurs disent sur le compte X de Sud Radio, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes optimiste, pessimiste ou indécis. Aude est là. D'ailleurs, vous allez entendre Aude vous dire allô, vous serez tout de suite optimiste. Mais en tout cas, sur la petite consultation, c'est pour l'instant pessimisme à 76%. On a quand même une tendance à être pessimiste en France, Abdoulaye Kanté. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans l'ADN français d'être toujours de ce pessimisme, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour essayer d'apporter un peu de l'espoir, apporter un peu d'optimisme pour essayer de faire bouger les choses. Mais quand on regarde un petit peu avec l'année écoulée ce qui s'est passé avec, comme l'a dit Madi, la question sociale, la question politique, économique, où c'est que c'était vraiment, on va dire, très très faible en niveau espérance, c'est sûr que pour 2026, on espère qu'il y ait quelque chose pour faire avancer un peu notre société. Mais c'est vrai que moi je dirais plus, je crois en l'optimisme, mais nous allons vers de l'indécision. Parce que l'indécision va évidemment essayer, on va se poser des questions, mais est-ce qu'on aura les réponses à ce moment-là? C'est pas sûr. Alors, l'Institut de sondage Ipsos nous dit 41% des Français se disent optimistes pour 2026, ça veut dire quand même 41%. Oui, c'est pas dramatique. Mais seulement, nous sommes derniers du classement mondial. Oui. Bruno Pomar. Oui, et en même temps, si on veut donner de l'optimisme aux Français, il faut que notre personnel politique se réveille. Quand on voit le cirque qu'on voit depuis 2 ans, là, c'est insoutenable. Les gens sont instables personnellement. Évidemment, quand on voit qu'on n'arrive pas à voter un budget pour notre pays, ça c'est un élément essentiel. Ensuite, évidemment, le travail pour les entreprises, d'être opérationnel, je dirais, et de pouvoir mieux gagner sa vie, c'est essentiel. Mais là, encore une fois, ça tient sur l'engagement de nos politiciens qui ne pensent qu'à eux, quoi. C'est clair. Ils sont là à la gamelle, tous. Ils pensent que aux échéances lointaines, c'est-à-dire à la présidentielle, vous les entendez tous, les Tondelier, Retailleau, 2027. Oui, mais ils sont déjà. Entre-temps, il y a les municipales. Oui, mais ils s'occupent même pas de la France. Oui, ils sont tous députés. Ils s'occupent de qui va devenir président. Ils se présentent tous comme président. Bon, ben, il y a un moment donné, pensez à nourrir le pays en apportant des solutions, et ça c'est important, que les députés travaillent avec acharnement pour trouver des solutions. Et je pense qu'on retrouvera de l'optimisme. Mais comme vous le disiez, on est les derniers. Les derniers. Oui, c'est ça. Catastrophique. Oui. Réveillons-nous. Et si, alors je vous pose une question, si par exemple en 2026, la guerre en Ukraine s'arrête, parce que pour l'instant il y a des négociations, le président Donald Trump essaye de peser, l'Union européenne aussi, ça peut changer la donne de cette année 2026 avec les conséquences sur notre quotidien. On parle d'une amélioration du pouvoir d'achat. Enfin, tout est lié, non, Madi Saïdi? Peut-être une amélioration économique, mais je crois qu'en toute honnêteté, les Français, leur problème, c'est pas la guerre en Ukraine. Les Français, ils veulent manger. Oui, mais le pouvoir d'achat, c'est une des conclusions de cela. Ils veulent s'occuper de leurs gosses. Et donc, je pense que les Français ont des problèmes primaires qui dépasse la question de la guerre en Ukraine ou autre, même si économiquement il pourrait y avoir mais ça influe. La guerre en Ukraine influe sur l'économie mondiale. Il y aura certainement des répercussions sur l'économie mondiale. Oui, le problème, c'est que, c'est que le quotidien des Français, le Français, on va dire, est très simpliste dans sa manière de penser, parce qu'il se dit, c'est vrai que ce qui se passe dans le monde, c'est dramatique. C'est vrai que quand il y a des morts et tout, c'est dramatique. Mais au final, moi, ce qui m'importe, c'est que je puisse donner à manger à mes enfants, que je puisse avoir de l'essence dans mon véhicule pour aller à mon travail, et que mon travail puisse me rapporter assez d'argent pour que je puisse faire manger mes enfants, etc. Donc c'est vrai que là, la question se pose, c'est que le pouvoir d'achat sera vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'aujourd'hui, effectivement, donc avec la hausse des impôts, avec la crise économique dans laquelle nous traversons, c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ils ne s'y retrouvent plus. Quand vous avez des Français qui, même pas au 5 du mois, sont déjà découverts, et que derrière, ils doivent serrer la ceinture systématiquement, il y a une forme aussi de désexaspération, de fatigue, et on espère effectivement que l'année à venir pourra permettre de pouvoir avoir cette grande bouffée d'air et se dire, enfin, je vais pouvoir respirer pour pouvoir vivre, quoi. Après, il y a des joies que la société française prend. Je pense aux Jeux Olympiques. Alors, pardon, c'est ma passion. Il va y avoir la Coupe du Monde 2026. Et la France gagne la Coupe du Monde. Vous qui n'aimez pas le foot.
Oui, c'est vrai, je vous l'ai dit, là, je l'annonce officiellement aujourd'hui. Oui, mais si on gagne la Coupe du Monde pour la troisième fois... Si la France est en finale, voir les matchs là, de l'équipe de France, par fierté, évidemment, je les soutiens. Et il mettra même le maillot. Pas sûr. Mais non, mais encore une fois, quand on a de grands événements, on est capable de se réunir, de faire des choses fabuleuses. On l'a vu encore aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, ce que je crois, puisque vous parliez de la guerre en Ukraine, moi, partout, à chaque fois que j'en parle, les gens s'en foutent, excusez-moi. Hein. Oui, mais les gens si les prix ont augmenté, si les équilibres, si le budget de la défense, etc., tout, c'est quand même beaucoup lié. Oui, le budget de la défense, il ne va pas augmenter comme on l'imagine. Mais pour autant, c'est les va-t-en-guerre qui s'amusent avec ça. Là. Mais oui. Et oui, c'est les chefs d'État. Les Français en ont marre. Moi, je suis un guerrier, je vais faire la guerre à l'autre. Et on est inexistant, d'abord, l'Europe, parce que vous parliez de l'Europe tout à l'heure. On est inexistant avec l'Ukraine. La France encore moins. Il n'y a que l'Allemagne qui tient un peu la route. Les patrons, c'est Trump. C'est les Américains. Poutine, point final. Et c'est vrai. Et puis les Français comprennent pas qu'on ait des difficultés financières telles en France aujourd'hui qu'on envoie à chaque fois de l'argent aux Ukrainiens. C'est ça. Les gens le disent. Hein. Bon. On envoie des milliards en Ukraine. Bien sûr, les gens en ont assez d'argent à filer à nos agriculteurs pour les aider. Mais vous convenez que la guerre en Ukraine a rendu très difficile la situation économique mondiale. Bien sûr. Sauf que le Français lambda, il comprend pas forcément comment fonctionne l'économie mondiale. Lui, il se dit, moi, j'ai rien à bouffer. Mon gouvernement envoie de l'argent à nos voisins ukrainiens. Et ça le fait chier. 19h13, à apprécier les mots de Madi qui est sorti de ses gonds. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. J'ai dit un gros mot. Elle a dit un gros mot. Mais nous approchons de la soirée, du réveillon. Il se peut qu'effectivement, porté par l'esprit festif, nous lâchions. Porté par la Et foule. dans un instant, justement, on parlera des vœux du président de la République. Est-ce que vous allez les suivre tout à l'heure à 20h? Pas sûr. Quoique, on va voir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Frédéric Brindel. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Mais avant de faire la fête, Madi Saïdi, Abdoulaye Kanté, Bruno Pomar, nos trois vraies voix et vous, les auditeurs de Sud Radio, il faudra d'abord écouter les vœux du président de la République. Allez-vous les écouter? C'est la question que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio. Vous dites non à 97%. Bon, alors, en cette préparation du réveillon, on n'est pas non plus hyper nombreux à le dire, mais bon, la petite consultation a quand même le mérite d'exister. Tiens, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie, écoutez ce que disait, c'est un extrait des vœux de 2024 pour 2025 du président Macron, c'était donc pile il y a un an. On l'écoute. Il arrive. Alors, on a un petit bug, mais ce n'est pas notre volonté. Monsieur le Président, vous nous excusez, bien sûr, hein, bien sûr. Voilà. Ça arrive. Est-ce qu'on peut l'écouter ou on ne l'a pas? Eh ben on l'a pas tout à fait. Vous voulez que je vous le fasse? Oui. Il est très difficile à imiter, hein, le président de la République. Très difficile, hein, donc je pourrais, si vous me demandez son imitation, donc je serais incapable. Mais Mitterrand, Chirac, Sarkozy, c'était facile. Mais là, écoutons ce qu'il disait en 2025. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité, les bons compromis pour prendre les bonnes décisions au service des Français. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Et ça a été tout le contraire, Bruno Pomar. J'ai retenu Bruno Pomar. Stabilité, compromis, action. J'aimerais pas être à sa place. Ouais, c'est vrai et en même temps, je vais vous dire moi, parce qu'on lui tape beaucoup dessus à Macron, et en même temps, il a quand même hérité d'une période qui a été quand même compliquée depuis les Gilets jaunes qu'on a connus. Ouais. On peut dire quand même qu'il a tout pris sur la gueule, et il a pris sur la gueule également l'inaction, l'incapacité de 40 ans de politique de gauche comme de droite. Alors ça n'obère pas tout ce qu'il a. Grosso modo, il y a Gilets jaunes, attentats, Covid, émeutes, guerre en Ukraine, Gaza, crise politique. Mais la crise politique, c'est de son fait quand même. Oui, non seulement la crise politique, c'est de son fait, et ce qu'on vit en France, notre pays le vit et il le surmonte plutôt bien.
Moi, j'ai envie de dire que ces vœux qu'il avait fait pour 2025, il a juste à refaire les mêmes pour 2026 en espérant qu'ils se réalisent. Voilà. Abdoulaye Kanté. Non, mais après, si on doit dire, est-ce que vous avez regardé les vœux? Moi, depuis, je regarde tous les vœux des présidents de la République parce que ça m'intéresse, dire ce que, on va dire, l'autorité suprême du pays va dire. Mais après, effectivement, le contenu, on est toujours dans le même credo. Donc, mais après, comme l'a dit Bruno, c'est sûr et certain que qu'est-ce qu'on peut reprocher à un président qui a justement vécu tous les épisodes de l'histoire que nous avons eu récentes. Après, la politique, j'ai envie de dire, je rejoins, c'est un peu les députés, c'est un peu aussi le Premier ministre et tout qui influe justement dans le cœur politique du pays. Et c'est vrai que c'est là où ça bloque. Et après, ces vœux sont toujours l'occasion de se dire aïe aïe aïe. Je vous donne rendez-vous. Alors, je vous accompagne pour les vraies voix là jusqu'à la fin de semaine. Et puis, j'aurai le plaisir d'animer le Grand Matin week-end. Et il y a une rubrique qui s'appelle l'archive. Et j'ai sorti, je vous le dis, soyez là samedi matin, l'archive du général de Gaulle qui donne les vœux pour 69. Et en fait, il vient de se taper mai 68. Et il va se taper le fameux référendum où il part 4 mois après. Et là, sur les vœux, c'est le général de Gaulle et c'est la catastrophe aussi, Bruno Pomar. Oui, mais en même temps, un chef d'État qui parle à tous les Français, s'il y en a 8, 10, 15 millions qui l'écoutent ce soir, il ne peut pas être aussi défaitiste, évidemment. Il est obligé d'avoir... Non, mais parce que c'est toujours marrant, parce que c'est toujours ceux qui disent je ne veux pas regarder, mais il y a toujours des records d'audience. Il faut le dire aussi. Il se doit d'être quand même positif quand on voit le bordel. Bien sûr, il va pas commencer à dire c'est la Bérétina, c'est la Chienlit, etc. Non, je pense qu'il faut aller de l'avant. Bon, il arrive à la fin de son règne, encore une fois, mais c'est quand même très compliqué. On voit qu'on est dans une période depuis plusieurs années qui est très compliquée pour le pays et pour le président de la République. Il faut pas le nier. Madi Seydi, vous qui êtes une professionnelle de la communication, est-ce que justement, vu que la situation du président de la République est considérée comme dramatique, est-ce que finalement les gens, d'un point de vue audience, ne vont pas être tentés de voir ce qu'il est capable d'imaginer pour ses vœux de 2026 et que l'audience, comme le dit Bruno, soit bonne? Alors évidemment, comme l'a dit tout de suite Abdoulaye, évidemment, tout le monde dit je regarde pas et finalement on se rend compte que des gens regardent. Donc il y a une espèce de curiosité malsaine aussi de vouloir entendre, savoir ce qu'il nous prévoit. Et du point de vue de la com, évidemment, moi je pense que c'est aussi un exercice qui est très difficile, mais c'est aussi une opportunité pour lui, peut-être de porter quelque chose de plus positif. Évidemment, les vœux, ça ressemble beaucoup à des incantations. Derrière des vœux, il faut aussi des actes derrière. Mais c'est un exercice, effectivement, qui va être regardé, à mon avis, par de nombreux Français, à commencer par moi. Moi, je regarde jamais, je regarde au moins le replay, mais je peux pas dire que je regarde pas. Je regarde, j'écoute, j'ai envie de savoir ce qu'il nous attend, ce qu'il nous prévoit, et beaucoup de Français vont faire comme moi. Et pourquoi pas des annonces? Oui, aussi. Ah oui, alors ça aussi. Pourquoi pas des Le porte-avions, il a déjà annoncé. Oui, bon après... Le porte-avions, effectivement, bon là c'est un coup énorme. Non, mais l'éducation, absolument. Sur l'éducation, sur l'économie, il y a de vraies attentes de la part des Français. Nous allons en parler dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio, vous nous dites si vous allez regarder, si ça vous intéresse, s'il y a un intérêt, s'il n'y en a pas. Dites-nous ce que vous en pensez sur ce bon président Emmanuel Macron. On me regarde, il a dit bon, c'est lui qui dit bon. Oui, non, voilà, c'est ça. Ça voulait dire. Mais comme ça, je reste. Écoutons quand même ses premiers vœux. Donc, il est élu la première fois en 2017 et il adresse le 31 décembre 2017 ses vœux pour 2018. Écoutez ce qu'il disait. L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. Alors, après coup, c'est toujours terrible. Donc, en 2018, nous gagnons la Coupe du Monde. Donc là, c'est génial pour le football. En revanche, en 2018, ça ne vous a pas échappé, il y a eu les gilets jaunes. Et là, patatras pour la cohésion, Bruno Pomar. Oui, ça a bien démarré. C'est vrai qu'il a raison. Et c'était très solennel, ce qu'il a annoncé là. Mais effectivement, a commencé la descente aux enfers avec les gilets jaunes qui ont duré plusieurs mois. Ça a été la bérétina totale. Et se sortir de ça entre l'affaire des masques, le sanitaire qui n'arrivait plus à suivre. Et on a vu là déjà infléchir la capacité des administrations, etc., à assumer vraiment le rôle. C'est là où on a vu quand même qu'il y a une incapacité des administrations au plus haut niveau à assurer évidemment le service après-vente pour les Français. Et je pense que Macron, là-dessus, il a difficilement surfé sur cette affaire-là parce que, encore une fois,
fois, la période était compliquée parce que, au-delà de l'aspect sanitaire, il y a eu ensuite comment on appelle ça, il y a eu les gilets jaunes, la crise sanitaire. Ça a été la catastrophe pour notre pays. Donc, je pense qu'un autre aurait été à sa place. Je ne sais pas quel résultat il nous aurait apporté. À travers cette analyse des vœux du président de la République, Madi Saïdi, on est en train peut-être de tirer les enseignements des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on se dira... ça a été la catastrophe, comme on s'est dit pour François Hollande, Nicolas Sarkozy, les adversaires de Mitterrand, les adversaires de... C'est toujours pourri. Sauf qu'après coup, aujourd'hui, François Hollande semble être apprécié de nouveau, alors qu'il n'a même pas pu se représenter. Non, mais... peut-être vous. Mais qu'est-ce qu'on dira? Il a été malchanceux ou il a été vraiment très mauvais, Emmanuel Macron? Je pense qu'on dira qu'il a été très mauvais, parce qu'en fait, c'est terrible. Dans 20 ans, on dira ça? Je ne sais pas, dans 20 ans, mais en tout cas après, c'est certainement ce que retiendront les Français. Parce que c'est terrible, parce que quand on écoute ses vœux, on a l'impression qu'il a cerné le problème des Français. Là, quand on écoute ses vœux de 2017, pour 2018, c'est très clair. Il faut de la cohésion, il faut remettre la France en marche. Du renouveau. On a l'impression qu'il cerne la réalité et les problèmes des Français, et que dans l'action, il ne fait rien pour que ça aille dans ce sens-là. Et tout ce dont il voulait, tout ce dont contre vous, tout ce dont Emmanuel Macron a nommé et ce dont quoi il voulait lutter, contre quoi il voulait lutter, finalement il ne l'a pas fait. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui est capable de saisir la réalité des Français et qui après, en termes d'action, il ne fait rien. Et il a un second problème, c'est que ça fait depuis 1 an et demi, je crois, qu'Emmanuel Macron a compris que malheureusement, les Français en avaient un petit peu assez. Il a disparu de la scène nationale. Et ça, je ne crois pas que les Français ne lui pardonneront. Ça fait partie de ses prérogatives. Il est président de la République. Absolument. C'est normal qu'il soit aussi sur la scène internationale, mais pas uniquement sur la scène internationale. Et d'ailleurs, on le voit. Il est uniquement sur la scène internationale. Au niveau purement français, plus rien ne va. On voit bien que ces députés, c'est pas possible. On n'arrive pas à avoir une majorité à l'Assemblée, on n'arrive pas à voter un budget, et tout ça, malheureusement, ça restera à son crédit à lui. On dira quoi, Abdoulaye Kanté? Qu'il a fait un petit peu comme Jacques Chirac a fait, c'est-à-dire une dissolution qui a été mortelle? Politiquement parlant, déjà d'une, son arrivée en fait dans la sphère politique a totalement déséquilibré les clivages de gauche-droite, parce que lui, dont on avait marre à l'époque. C'est ça, effectivement. Donc, si vous voulez, c'était un espèce de produit hybride qui est arrivé, donc qui était évidemment, on va dire, pertinent, parce que chacun ne s'y retrouvait plus. Donc, si on pouvait prendre des idées de part et d'autre pour essayer de faire un mix pour faire avancer la France, mais au final, on se rend compte que le en même temps, donc c'est un peu ce que je disais, un peu de l'indécision qui rendait un petit peu flou certaines feuilles de route, donc ça, on va dire, un peu exaspéré les Français, mais encore une fois, c'est que ça montre que vous pouvez être de part et d'autre, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord, et qu'il a essayé d'être dans cette espèce de concorde, comme il l'a dit dans un de ses vœux, et je crois que j'espère vraiment, encore de côté optimiste, que les vœux qui vont en venir à 20h ce soir permettra de apaiser, on va dire, notre société, mais aussi d'apporter des réponses que la France a vraiment besoin. Les vœux d'Emmanuel Macron pour l'année 2021 n'étaient pas piqués des hannetons aussi. Je ne sais pas si c'est l'expression, enfin bon, bref, ça doit être ça. Puisqu'il sortait du Covid. Écoutez ça, donc nous sommes le 31 décembre 2020. Et la France vient de se taper le Covid. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude aux grands rassemblements, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Voilà, ces vœux marqueront l'histoire aussi. Pour le coup, dans quelques années, on en reparlera. Il a fallu se réinventer à chaque fois. Est-ce que vous avez finalement, Bruno Pomar, en réécoutant ces vœux, envie d'écouter le président de la République ce soir pour bien savoir ce qu'il va trouver? Oui, par respect, parce que c'est quand même le président de la République. Et voilà, et il est là, il est président de la République, c'est à lui de donner la ligne et puis d'essayer de faire avancer ce pays. Le problème, c'est qu'il est dans une impasse totale. On l'a dit à l'instant, avec une Assemblée nationale avec 3 blocs qui sont irréconciliables, évidemment, parce qu'ils sont incapables de voter les choses essentielles pour notre pays. Ça, c'est important. Et puis, je crois, il y a impasse politique, donc. Impasse totale politique, et réformer totalement nos administrations.
On n'avance plus dans rien. Moi, je le vois en tant que maire du rural. J'ai 115 habitants dans mon petit village, je sais pas. Mais je vois le nombre de papiers que j'ai à signer tous les jours. On a de plus en plus de pression de l'administration, alors qu'on nous parle de décentralisation. Là, ils veulent faire beaucoup de décentralisation. On en a jamais. Depuis Pasqua, j'ai toujours entendu parler de décentralisation, j'ai rien vu venir. C'est une catastrophe. Nos administrations, je crois, sont totalement caduques. Il faut revoir tout le système de gestion de notre pays. C'est pas lui qui va le faire, évidemment. Et je pense qu'il est, encore une fois, au-delà de... bon, mes petits camarades ont été un peu plus durs que moi avec lui, mais je crois qu'il est pris, ouais, il est prisonnier de ça, d'un dispositif administratif qui sclérose notre société. Non, c'était bien avant. C'était bien avant, ça, cette espèce de millefeuille. Ce millefeuille, en fait, c'est ça, en fait, le problème, le mal français, cette espèce de millefeuille administratif où on essaie d'empiler cette technocratie qui empêche, on va dire, d'avancer dans, vraiment, par exemple, dans l'entrepreneuriat, vraiment dans des mais il a essayé de la faire bouger, le président. Oui, bien sûr, mais après, c'est une volonté politique. Je pense qu'il essaie de faire bouger, il y a de la volonté. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de ceux qui sont, ces technocrates qui sont justement... Et c'est ça, les administrations. Et je pense que, encore une fois, peut-être ce sera un des défis de l'année à venir et même pour les élections, de faire essayer de dégraisser cette espèce de mammouth technocratique qui, malheureusement, ne fait pas avancer notre société française. C'est le thème que vous soulevez. Alors, quels sont les thèmes, Madi Saïdi? Je me retourne vers vous, qui êtes une professionnelle de la communication. Si vous étiez la conseillère en communication d'Emmanuel Macron, vous lui dites quoi? De dire quoi ce soir? Pour que ça intéresse, pour que ça marque? D'abord, je lui dirais que faut faire attention à ce qu'on va dire parce qu'il faut des actes derrière. Et je crois que c'est important, peut-être, c'est d'avoir conscience justement du ras-le-bol des Français. Alors c'est difficile pour un politique. Peu de politiques sont capables de se remettre en cause, mais dans un moment comme celui-là, je pense que c'est un moment solennel et c'est l'occasion justement de reconnaître que des choses ont été faites, d'autres n'ont pas bien été faites et d'autres doivent être faites. Et je crois que c'est hyper important aussi dans un moment comme celui-là, c'est de revenir sur le côté, c'est hyper important qu'on fasse nation ensemble. Aujourd'hui, la France est complètement fracturée à tous les niveaux, économique, social, à tous les niveaux. Et je crois qu'il est important justement qu'ils reviennent sur la question sociale, économique et surtout sur la question de l'identité. Moi, je crois que la question de l'identité est hyper importante. Merci à vous trois. Madi Saïdi, Abdoulaye Kanté, Bruno Pomar, Night Fever, les Bee Gees, vous apprêtez à les réveillonner. On va rester, nous, un petit peu ensemble avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Philippe David et Cécile Doménibus, par la magie de la radio, vont nous retrouver. On va se faire un petit bilan de cette année 2025. Parce qu'ils sont en vacances, eux. Oui, bah oui. Mais enfin, ils sont là, il faut les écouter. On fait un petit truc radiophonique, vous allez voir, ça marche bien. 20h, le Loft sur son 31. Yvan Cujous, les meilleurs lives du Loft. Et puis, à partir de 22h, John Rakoto-Zafi vous animera la soirée de fête 2026, la Saint-Sylvestre de Sud Radio, avec les playlists de notre Maxime Sénat, notre réalisateur. Elle y est, celle-ci, Night Fever, Maxime? Malheureusement, il n'y sera pas, mais on commencera par une heure spéciale années 90. On embrasse notre petite Aude également au standard, qui était là avec nous. Bon réveillon à tous. On se fait un point par la magie de la radio, encore une fois, avec Cécile Doménibus et Philippe David. À tout de suite. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, merci, bon réveillon et aimez-vous, bordel. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.